Est-ce que cela vous arrive souvent de vous fatiguer de ces choses qu'on entend, de ces excuses qu'on se prend soi-même pour ne pas avancer? Tout donne l'impression que nous ne voulons pas bouger, que nous ne voulons pas faire quelque chose pour notre pays, pour notre continent, que nous ne voulons pas avancer, que nous ne voulons pas sortir du marasme dans lequel nous nous trouvons. Et parfois, on se contente de trouver des excuses dans des choses extérieures. Pourquoi est-ce que cela arrive et comment est-ce qu'on peut en sortir? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui dérange, mais qui pourtant est très vital pour notre avenir. Depuis des décennies, on nous explique que le retard que observe l'Afrique, et particulièrement l'Afrique francophone parmi lesquelles le Cameroun, que ce retard est une fatalité, que ce retard est souvent imposé uniquement par des éléments qui viennent de l'extérieur. On nous a habitués à un narratif où nous sommes des victimes éternelles d'un complot mondial. Et souvent dans cette chaîne, j'en fais l'apologie. Mais que se passe-t-il si nous changeons un peu de perspective? Aujourd'hui, nous allons voir un ouvrage magnifique, un ouvrage que j'ai découvert récemment, mais qui pourtant date. Et un ouvrage écrit par une Camerounaise. Alors, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'elle dit et je ne suis pas non plus d'accord avec une partie de ce que je vais moi-même dire ici, parce qu'il ne faut pas oublier les éléments extérieurs. Mais seulement, souvent, il faut se donner un coup de poing, un coup de boost pour se dire, mais écoutez, on ne peut pas toujours expliquer les choses, ou bien le marasme de l'Afrique, à partir de l'extérieur. Il faut bien que nous-mêmes, nous ayons notre propre responsabilité dans ces choses pour que nous puissions regarder de façon objective. Alors, même s'il y a des choses auxquelles je ne crois pas, ou avec lesquelles je ne suis pas d'accord, je vais simplement vous redonner exactement ce que cette auteure écrivaine a écrit, et son livre est extrêmement magnifique. Dans son ouvrage révolutionnaire publié en 1991 intitulé « Et si l'Afrique refusait le développement », Axel Kabou invite à un exercice de lucidité, une lucidité que je vais qualifier de brutale. Son but n'est pas de nier les souffrances de l'histoire, mais de nous responsabiliser, nous, individuellement. Elle soutient que la véritable colonisation que nous avons subie n'est pas seulement dans nos institutions, pas du tout, mais qu'elle s'est logée, comme je le disais dans la vidéo dernière, dans nos propres schémas mentaux, créant une sorte de refus inconscient. Un refus inconscient, mais de quoi? Du progrès. Dans cette vidéo, nous allons explorer 3 idées majeures de ce livre pour comprendre comment briser complètement les chaînes invisibles et reprendre les rênes de notre destin. Comme je le disais, nous sommes génétiquement colonisés et nous devons travailler à nous décoloniser individuellement. Bien entendu, comme vous le savez déjà, j'ai fait un résumé PDF complet de l'ensemble du livre de Axel Kabou et bien sûr, vous trouverez le lien en description. C'est des résumés qui sont faits de façon succincte pour vous permettre de pouvoir tirer le meilleur parti de l'ouvrage, de tout ce que Axel Kabou a pu conserver dans son ouvrage, et avec des exemples pratiques de comment est-ce que vous pouvez appliquer les connaissances d'Axel Kabou dans votre vie de tous les jours. Maintenant, commençons avec la première idée, sortir du mythe de l'impuissance. La première étape pour notre décolonisation, pour sortir de la colonisation mentale et même génétique de coloniser, est de reconnaître que nous avons été programmés pour nous croire nous-mêmes impuissants. Axel Kabou nous explique que le matraquage idéologique nous a convaincus que nous ne sommes pas nous-mêmes les acteurs de notre propre histoire. Écoutons ce qu'elle dit à la page 20 au paragraphe 2. Page 20, le paragraphe 2. 30 années de désinformation, de matraquage anti-impérialiste, non assorti d'actions dissuasives, explique par conséquent que l'Africain soit totalement incapable de sa propre existence. Mieux, la campagne a été si bien menée que l'Afrique est largement persuadée de n'être en rien responsable de son propre sort. Ce passage est fondamental. Si vous croyez que, ou bien si chacun d'entre nous croit que nous ne sommes pas responsables, ou bien nous ne sommes responsables de rien de ce qui arrive dans notre vie, eh bien, on s'interdit d'être en fait l'auteur de notre succès.
en nous cachant systématiquement derrière le néocolonialisme ou toute autre chose pour expliquer chaque nid de poule et chaque panne d'électricité, nous donnons paradoxalement ainsi le pouvoir à l'ancien colonisateur sur notre vie. Se responsabiliser, ce n'est pas ignorer le passé, c'est décider que notre présent ne dépend que de nous et de nous seuls. Comme le dit Axel Kabou, le refus du développement commence précisément par l'occultation de nos propres responsabilités face à l'histoire. Maintenant, la deuxième chose, la science, elle n'a pas de race. Ça, c'est le deuxième point que nous allons voir ici. Cette deuxième idée est forte et c'est un rapport à l'Afrique et la science. On nous a souvent fait croire que la technologie, la rigueur et la méthode scientifique étaient des attributs des Occidentaux, voire des Blancs. Cela a créé un blocage psychologique. Beaucoup d'Africains utilisent des outils modernes comme des consommateurs, mais refusent d'en intégrer la logique profonde de peur de perdre leur âme. Ça n'a aucun sens. Axel Kabou cite le mathématicien Henry Horkben Lind qui a été ministre dans notre pays et à la page 92, paragraphe 2, voici ce que dit Henry Horkben Lind, ancien ministre de notre pays, le feu Henry Horkben Lind. Il dit « La science est encore généralement considérée dans les milieux dominants de la société africaine comme quelque chose de totalement étranger à la culture africaine et non, comme il se doit, comme un patrimoine de toute l'humanité et le fruit de recherches historiques de tous les peuples. » Oui, on considère encore que la science, c'est pour les autres. Nous, on n'est pas capable de le faire, ou bien, je ne sais pas, on nous a enlevé la capacité cérébrale de pouvoir réaliser des éléments scientifiques. C'est bizarre, mais aujourd'hui encore, bien que ce livre a été écrit en 1991, cette idée, elle se perçoit encore parmi les gens, elle se perçoit encore dans le narratif que les gens se donnent à eux-mêmes et donnent de l'Afrique. Il faut que nous comprenions que la science, elle est universelle. Le Japon, par exemple, a réussi à rester profondément japonais tout en maîtrisant les technologies les plus avancées parce qu'il n'a pas considéré que la science était quelque chose réservé seulement aux Blancs ou la chose du blanc, mais comme un outil de puissance universelle. L'Afrique doit donc cesser de diaboliser la rigueur technique au nom d'une prétendue authenticité qui nous condamne à l'arriération et même, je dirais, à l'aliénation. L'Africain qui maîtrise l'informatique ou la physique nucléaire n'est pas un aliéné. Il est simplement un homme cultivé et un homme de ton temps, un homme de notre siècle. Et il nous en faut d'ailleurs de plus en plus en Afrique. Qu'en pensez-vous? La troisième idée, c'est le piège de la nostalgie, le piège de la nostalgie et le narcissisme. C'est un point aussi, ici vraiment je ne suis pas très d'accord avec Axel Kabou, mais je vous le reporte parce que c'est quand même la façon dont elle le dit ou bien ce qu'elle dit n'est pas totalement faux et ça doit donner un coup de pouce ou bien nous botter le derrière pour qu'on puisse se bouger, pour qu'on puisse faire quelque chose. Le livre, en fait, nous met en garde contre une tendance dangereuse et qui se répand. Se réfugier dans la gloire de nos ancêtres pour éviter de construire le présent. Nous célébrons nos ancêtres égyptiens, dans les empires, le Mali, le Ghana, le Songhai, etc. Mais nous oublions de nous demander, mais si nous avons été si glorieux à l'époque, pourquoi est-ce que nous sommes tombés aujourd'hui? Mais qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire? Où est-ce que nous avons trébuché pour pouvoir en arriver là? Nous utilisons le passé comme un tranquillisant au lieu de s'en servir comme étant un levier pour nous permettre de nous propulser dans le monde d'aujourd'hui. Loin de vouloir l'utiliser parce qu'aujourd'hui le monde est devenu comme... le monde c'est comme si nous sommes en concurrence. La Chine contre les États-Unis, la Russie contre l'Europe, l'Afrique contre... Ici, je ne veux pas prôner un monde de concurrence. On est en concurrence avec personne. Seulement, le monde évolue. Et son évolution doit emporter l'ensemble de nous tous. Certains vont y arriver avant, d'autres vont y arriver après, mais il ne faut pas se rester figé dans le passé glorieux alors que ce passé glorieux en ce moment n'est pas en train de nous servir, surtout qu'il
il y a beaucoup de problèmes en Afrique. La famine, notre passé glorieux ne nous sortira pas de la famine, c'est le travail qui nous sortira de la famine. J'arrête là mon intervention et rentrons dans ce que Axel Kabou dit dans son livre. Et regardons l'analyse qu'elle fait à la page 139 et au paragraphe 2 de ce glorieux passé que nous avons. Elle va sortir un peu du cadre de l'Afrique tout entière et nous amener dans le cadre de nous personnellement, dans notre village. Écoutons ce qu'elle dit. Page 139, le paragraphe 2. Plus qu'un lieu physique, le village est une sorte de matrice conceptuelle permettant de fabriquer des programmes éducatifs, des modèles politiques fantaisistes ou des modèles de management destinés à la consommation de l'Afrique actuelle. D'où cette impression de décalage constant entre les exigences actuelles du monde, la situation lamentable de l'Afrique et le comportement rétrograde des Africains. Alors, il faut comprendre qu'elle fait ici référence à nous, lorsque nous sommes en train de parler de notre village, de notre glorieux passé dans notre village. Et on le remarque dans beaucoup de conversations, je l'ai déjà remarqué, comment est-ce que nous parlons de notre glorieux passé, du passé de notre village, etc. Axel Kabou nous dit ici que nous vivons psychologiquement dans un Moyen-Âge mystifié. Nous prenons le retour à nos sources qui est souvent une excuse pour ne pas affronter les méthodes de gestion modernes qui sont efficaces et qui ont montré leur efficacité. La fierté culturelle, nous dit-elle, n'est pas une denrée comestible. Elle ne peut être utile que si elle devient un moteur de productivité et bien sûr d'inventivité. Il est donc temps de scier les barreaux culturels derrière lesquels nous nous sommes enfermés pour réintégrer la marche du monde d'aujourd'hui, la marche du monde du 21e siècle. Qu'est-ce que nous pouvons dire en conclusion de ce livre, de cette première vidéo sur ce livre, parce que je ferai d'autres vidéos sur ce livre. C'est un livre profond, c'est un livre qui m'a blessé, qui m'a heurté, parce qu'il y a des éléments avec lesquels, bien sûr, comme je le disais depuis le début, je ne suis absolument pas d'accord avec Axel Kabou, mais sinon, ça n'enlève pas la valeur intrinsèque de ce livre magnifique et je regrette de ne pas l'avoir connu depuis les années 1991. Pour conclure, ce livre de Axel Kabou est un appel au réveil. La fête est terminée, comme elle-même, elle a écrit. L'aide extérieure s'amenuise et le monde ne nous attendra pas du tout. Notre survie dépend de notre capacité à dénouer cet écheveau de mensonges et de vérités approximatives dans lesquelles nous nous sommes installés et nous nous sommes installés dans un si magnifique confort que nous ne voulons plus les abandonner. La phrase finale de son livre doit résonner dans chaque foyer africain, de Yaoundé à Dakar, de Douala à Abidjan. À la page 205 et au paragraphe 1, elle parle de la réévaluation que nous devons faire des méthodes que nous utilisons, de la personne que nous sommes devenus. Écoutez ce qu'elle dit. Une telle réévaluation est incontournable. L'Afrique du 21e siècle sera rationnelle ou ne sera pas. Où est-ce que nous choisissons de nous établir? Rationnel ou pas rationnel? Quel est ce qui est à notre avantage? Être rationnel, c'est choisir l'efficacité, la compétence et la responsabilité individuelle. C'est décider de ne plus être des victimes, mais des bâtisseurs. Nous avons la responsabilité de nous éduquer, parce que pour bâtir l'Afrique, rien de cela ne peut être fait sans notre éducation. C'est la raison pour laquelle je fais des vidéos comme celle-ci, grâce aux livres, pour pouvoir s'éduquer, pour pouvoir s'auto-éduquer, parce que c'est l'auto-éducation qui est, pour ma part, le remède par lequel l'Afrique doit passer pour pouvoir traverser les étapes difficiles qu'elle vit aujourd'hui. Nous devons nous auto-éduquer parce que c'est l'éducation, comme l'a dit John Locke, qui fait la différence entre les hommes. N'oubliez pas, comme je le disais au départ, j'ai réalisé un PDF complet de l'ensemble de ce que Axel Kabou a décrit dans son livre, des griefs de l'Afrique, des problèmes de l'Afrique et les solutions que nous pouvons apporter. Je propose l'éducation pour que nous soyons tous différents, pour que nous ayons une Afrique qui sera bien sûr aussi différente. Donc, soyez différents. Rendez-vous à la prochaine vidéo.